dans ce nouvel épisode de Dolly's Talk. Aujourd'hui, je reçois David qui vient nous parler d'un sujet qui nous touche beaucoup plus qu'on ne l'imagine, la solitude. En effet, plusieurs études récentes montrent qu'il ne s'agit pas d'un simple ressenti passager, mais bien d'un enjeu social et de santé publique. Salut David. Hello. Tu m'as envoyé un message sur Insta pour me dire que t'aimerais beaucoup parler de ce sujet-là parce que t'as écouté un podcast l'été dernier, c'est ça ? Exact. Qui t'a vraiment fait l'effet d'une révélation et qui t'a donné envie de t'intéresser encore plus à la solitude. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans ces recherches-là ? Bah déjà, la solitude, c'est une épidémie, donc ça se répand. On peut presque même le traiter un peu comme une maladie, presque, Ouais. même si c'est pas complètement ça. Et dans ce que j'ai lu ou dans ce que j'ai écouté, il montrait que ça pouvait amener à des réels problèmes de santé, des problèmes d'angoisse, de santé mentale et de santé physique, les deux. Et qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le lien social, voir ses amis et tout ça, c'était un besoin humain élémentaire, en fait. Pas quelque chose de secondaire qui serait à mettre au second plan, mais vraiment comme manger, boire, dormir. Ouais, en fait, c'est vraiment vital. Oui. Et je sais pas si tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est pyramide de Maslow, Oui. mais vraiment oui. le lien social est vraiment vers le bas, quoi. Si on n'a pas ça, on ne se sent pas bien dans sa vie, quoi. Eh ben, je sais plus où c'est dans la pyramide de Maslow, donc peut-être que en fait j'ai pas fait attention la première fois qu'on l'a montré. Mais... Alors il y a la version où on dit qu'il y a 5 étages dans la pyramide de Maslow et d'autres où il y en a 8 ou 9. Mais je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais, mais ça date, c'est pour ça. Et donc t'as les besoins physiologiques, ensuite t'as les besoins d'appartenance, je crois, direct après. Ok, ouais, donc de oui, faire c'est partie pertinent. d'un groupe, d'un clan, d'une famille, ça arrive en 2e ou 3e position. Je veux pas me tromper, mais il me semble que c'est bien ça, tu vois. Donc c'est normal que du coup ça rejoigne ce que tu disais du coup. Ouais, c'est ça, le sentiment d'appartenance à un groupe, une famille. Alors on a tous plusieurs groupes sociaux dans nos vies en fait. Hein. On n'est jamais rattaché qu'à un seul groupe. On a nos potes de roller. Oui, par exemple. On a nos collègues de travail, on a notre famille, on a d'autres groupes plus informels, on a des gens qu'on connaît de très près et des gens qu'on connaît de plus loin en fait. Partenaires amoureux aussi. Aussi, oui, tout à fait. Et en revanche, tu vois, avant de venir, je relisais 2-3 trucs, et dans le temps, depuis ces 20 dernières années, les gens déclarent avoir de moins en moins de meilleurs amis, ou d'amis tout court, d'amis proches. Donc on est passé, alors j'ai pas les chiffres. Oui, j'allais te demander si t'avais des chiffres par rapport au podcast que t'as écouté. Ah ouais, etc. mais alors des chiffres, il y en a plein, donc il y a 11 millions de personnes en France qui se sentent seules. Waouh. 11 millions. 11 millions. Oui. C'est beaucoup trop. Oui, et ça touche beaucoup les 18-25 ans, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et bah moi du coup avant de faire cet épisode j'ai recherché un peu et c'est vrai que tu m'avais dit ça et j'ai vu que c'était plus 25-35. Oui, c'est ça, oui. C'est à la sortie des études universitaires en fait. Mais c'est plus les jeunes, les encore plus jeunes pour toi. Non, je pense que t'as raison, c'est les 25-35. Ok, ouais. d'accord. Et c'est à la sortie des études. Quand tu deviens jeune actif, voilà. ou que t'es à la fin de tes études Exact. peut-être. Ouais, tu deviens jeune actif, tu rentres dans la vie active, tu travailles beaucoup. Généralement, si t'es en couple, tu vas passer énormément de temps avec ton conjoint ou ta conjointe, mais peut-être que va moins se développer ou que tu crées tes une anciennes routine, oui, etc. je pense que c'est ça, ouais. Et puis tu vas moins entretenir les amitiés que tu avais avant, que tu avais faites à la fac, par exemple. Ouais. C'est très fréquent que les gens, après la fac, même déménagent, tu perds de vue plein de gens, ou alors eux aussi ont leur train de vie, et du coup ça se sépare un petit peu plus à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un chapitre de la vie où tout bascule, tout change énormément, et ça peut du coup te faire rester un petit peu dans ta zone où t'es tout seul, te renfermer un peu sur toi-même, du coup, cette période-là. Après, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les gens en souffrent aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas uniquement... Ah oui, c'est vraiment un mal-être immense, ouais. Oui, c'est pas uniquement, tiens, je me retrouve tout seul, tant pis. Non, c'est vraiment, ça s'installe sur la durée, ça peut devenir chronique, c'est-à-dire, vraiment, on n'en sort pas, par exemple. Et je crois que c'est une personne sur 10, par exemple, qui est dans cette situation-là. Et surtout, le pire, c'est qu'on peut imaginer que c'est des personnes qui n'ont pas de famille, qui ressentent ça, des personnes qui n'ont pas de partenaire ou autre. Et souvent, c'est des gens qui sont super bien entourés, qui ont l'impression d'être seuls. Oui, aussi, il y a cette notion-là. C'est-à-dire que
c'est pas uniquement le fait d'être seul physiquement, c'est aussi le fait un ressenti, quoi. C'est très subjectif, en fait, hein. Tu peux être au milieu, typiquement d'un supermarché, où il y a des centaines de personnes, voilà. et tu te sens Et complètement tu te seul. sens vraiment genre à l'écart de tout. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou autre, mais t'es en mode putain, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie J'ai l'impression que je suis perdue, que personne pense comme moi, ou j'ose pas en parler aux autres. Enfin, c'est vraiment une sensation qui nous arrive à tous, je pense, à un moment de notre vie. Oui, après, là où il faut pas trop dramatiser, c'est quand c'est temporaire ou que, tu vois, ça peut te faire Ouais, ça peut être passager. ça peut te faire cette sensation pendant quelques semaines, quelques mois, etc. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui. Heureusement. Oui, mais en fait, bon, voilà, c'est surtout pourquoi on parle de ce sujet, pourquoi je t'en ai parlé par message, c'est parce que je te dis, j'ai vraiment pris conscience que c'était un besoin humain naturel, tu vois. C'est vraiment ça qui a changé ma vision des choses. Avant, j'avais déjà lu ces statistiques, il y avait un article du Monde qui était sorti, qui en avait parlé, la solitude des jeunes, et des jeunes actifs et tout ça. Mais j'étais passé un petit peu à côté. Et là, le fait de comprendre que, en fait, non, on a évolué presque biologiquement en tant qu'être humain pour être en groupe, quoi. Ah, de toute façon, on n'est pas fait pour être seul. Genre, Non. vraiment, c'est avéré. Ouais. En fait, j'avais lu une étude là-dessus, c'est que, en fait, ça remonte à nos instincts un peu primitifs de la préhistoire et tout, mais en fait, avant, si t'étais tout seul, tu te faisais tuer, en fait. T'avais pas beaucoup de chance, oui. Voilà, en fait, tu avais besoin d'un clan pour te défendre, pour te relayer, pour défendre ton clan, etc. Pour pas qu'il y ait des animaux qui t'attaquent. T'en avais même un qui restait éveillé la nuit. Voilà, pour par pas exemple. pour que les autres puissent dormir en fait, quoi, et qu'ils puissent défendre si jamais il y a quelque chose et tout. Et ce besoin-là est resté dans notre ADN, entre guillemets. C'est ce qu'ils cherchaient à démontrer jusque-là, en fait. Oui, tout à fait. Ça est resté dans nos gènes, c'est resté dans nos habitudes. Enfin, on est des êtres sociaux. Et alors, moi, le paradoxe qui me laisse réfléchir en ce moment, c'est comment ça se fait qu'on est dans des villes de plus en plus denses. Ouais, moi c'est la question que je me pose aussi. Tout le monde se pose cette question. J'allais en venir justement. Voilà, comment ça se fait qu'on vit dans des villes, on vit plus dans des villages, on vit dans des villes relativement denses. Paris en est un très bon exemple. Et pourtant... Je crois que c'est les Parisiens qui sont les personnes qui se sentent le plus seules. Oui. Alors que c'est là où il y a le plus de gens possibles. Oui, mais c'est un peu... D'ailleurs, c'est tout le côté un peu anxiogène des grandes villes comme ça, quoi. C'est que tu arrives au milieu de quelque chose où il y a énormément de monde et tout, mais personne ne fait attention à toi, personne... Il n'y a pas vraiment d'échange ou de rencontre, et c'est ce qui me déplaît un peu avec le temps, en fait. Et je voulais parler d'un autre truc aussi. C'est est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça a joué un rôle vraiment décisif, ou j'imagine aussi, je pense aussi au Covid. Le Covid, pourtant, à la fin, ça nous a rapprochés de ouf, parce qu'on s'est dit, voilà, on sait qu'à tout moment, il peut y avoir une épidémie qui peut tous nous tuer, clairement, c'est ce que ça a fait. Et du coup, à la fin, on s'est tous beaucoup rapprochés des uns des autres. C'était, dans notre pays, la France, en tout cas, quand il y a eu le Covid, ça a démontré qu'on était tous ultra solidaires avec les autres. Et on a vraiment prôné les liens sociaux, prendre soin des autres, ne pas aller voir les grands-parents parce que c'est pour les protéger, etc. Alors que dans les autres pays, c'était beaucoup plus trash. Je crois que c'est l'Espagne et l'Italie. Ils avaient beaucoup plus de morts que nous. Et là, vraiment, ils étaient en mode... si vous sortez, vous allez tuer vos proches et tout. Genre, vraiment, leur message passait très différemment que nous, en France. C'était plus prenez soin des autres, on est dans l'amour, etc. Tu vois. Et pourquoi, à ce moment-là, on entre dans une ère où tout le monde se sent seul et est en déprime de ce côté-là, alors qu'on n'a jamais été aussi solidaire avec la sortie du Covid et les réseaux sociaux, parce qu'on peut être en contact avec nos proches hyper facilement. Eh ben, il y a deux raisons. Donc le Covid, ça nous a également isolés, parce qu'on a été obligés d'être confinés un petit peu tous, chacun chez soi, et comme tu le dis, on n'allait plus voir sa grand-mère ou autre. Et en fait, on croyait que ça allait revenir à la normale, au même niveau qu'avant, et en fait, on s'aperçoit que non. Et qu'en fait, des gens qui avaient perdu l'habitude d'aller voir quelqu'un, finalement, cette habitude, elle revenait pas. Ouais, et le fait de moins prendre, peut-être de moins se déplacer chez ses grands-parents et tout, et c'est resté. Au lieu de faire l'inverse et d'aller les voir plus souvent. C'est ça. Et pour les réseaux, en fait... le problème, c'est que tu peux pas remplacer une conversation comme on a là, aujourd'hui avec un commentaire, un like ou juste un partage. Tu peux pas remplacer le fait de se voir en vrai, de discuter,
C'est vrai que c'est pas tout l'aspect sensoriel du ouais, truc, voilà. tu vois. C'est plus l'aspect sensoriel parce qu'en soi, genre, moi je fais encore partie de la génération genre qui a grandi au tout début sans téléphone. Genre, j'avais pas de téléphone avant l'âge de mes 14 ans. Et quand c'est arrivé entre mes mains, cet objet magique que j'adore et que j'ai attendu très longtemps avant que mes parents me l'achètent, vraiment ça a été la révélation parce que je me sentais proche de mes potes comme jamais. Et pour moi c'était un véritable lien. En plus maintenant on peut faire carrément, on a développé beaucoup les facecam avec les appels durant le Covid. Ouais. Et donc ça recrée quand même cette sensation visuelle de voir tes proches, même si parfois il y avait des bugs et tout. Et c'est pour ça que vraiment c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi avec tous ces réseaux sociaux on est aussi éloigné au final? Après c'est sûrement la façon dont on s'en sert, quoi. Si on s'envoie que des petits messages comme ça, mais tu vois qu'on s'envoie pas de rendez-vous, tiens on fait un dîner, tiens on se voit, tiens on va boire un verre. Ouais. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu sais, tu les as que en messagerie. Oui, c'est vrai. Hein, tu vois, t'es là, tu t'échanges, t'as une correspondance, tu t'envoies des blagues et tout, etc. Mais en fait, tu te vois que tous les 6 mois, quoi. Bah ouais, c'est ça. Alors que quand t'avais pas de téléphone, si t'allais pas en face du McDo à 14h... oui, genre te donner vraiment un point de rendez-vous. Tous les mercredis. Ouais, c'est ça. Voilà, et tu savais qu'il y aurait 15 personnes et que voilà, donc peut-être que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression de connecter à travers l'électronique, et puis en fait, peut-être pas tant que ça, quoi. Ouais, et puis surtout, on programme beaucoup du coup. Ouais. Bah, on se voit à telle heure, machin, on le fait par message. Ouais. Et alors qu'avant, c'était. On se voyait en face à face, on se disait telle heure et on s'y tenait. Oui. Tandis que là, tu peux toujours modifier le rendez-vous, tu peux toujours être dans l'instant T, tout modifier à tout moment. En plus, ce que je trouve assez anxiogène avec les appareils électroniques, c'est que tu sais, avec les notifs, tu dois être disponible tout le temps en fait. Ouais, ça c'est un gros sujet de ouf aussi, c'est vrai. Et tu dois vois quand la personne a vu, elle te répond pas, tu te fais des films dans ta tête en mode oulala, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'elle est pas, ou ça se trouve elle est juste en train de cuisiner et elle a pas le time. C'est ça. Oui. Genre, tu vois. Ouais, et parce qu'il y a cette injonction à dire bah tu reçois un message à 10h30, à 10h31 il faut avoir répondu parce que la personne elle se dit en face bah il y a la notif, il l'a vu, donc faut qu'il me réponde, quoi. Et alors que ça peut être, voilà, comme tu dis, si t'es en train d'éplucher des tomates ouais, voilà, c'est pas possible. Et là où quand tu vois la personne en physique, là elle va te répondre tout de suite et tout, mais par message, tu peux très bien recevoir le message de ton pote et tu dis oh je vais répondre plus tard, tu vois. Genre, bah oui. Tu réponds plus tard. 9 fois sur 10. Ouais. J'ai une de mes potes, je sais qu'elle va me répondre 3 jours après, mais c'est normal, tu vois. Après, faut connaître les habitudes des gens, ça, tu vois. Il y a les habitudes digitales. Voilà, c'est ça, tu repères un peu. T'as même des contenus, tu sais, tu vas le partager à telle personne, mais attention, surtout pas à telle autre personne. Il y a aussi toute cette strate dans ta tête où tu connais les habitudes digitales de tes potes, hein, c'est vrai. Oui, mais après, je te dis, ça compense pas. Et alors moi, pourquoi ce podcast que j'ai écouté m'a frappé, c'est que je me suis dit, en fait, il faudrait que je passe à une démarche plus active pour entretenir le contact et relations. Ouais, parce qu'il y a plein de relations avec le temps passant, etc. Tu laisses justement trop le temps s'installer et faire les choses. Alors qu'en fait, quand je suis avec ces personnes-là, je passe un super moment et c'est génial et tout. Et tu kiffes, quoi, et c'est trop bien. Mais comme tu dis, le problème c'est que la vie, on est occupé à beaucoup travailler, beaucoup s'occuper de plein de choses, etc. Et donc si on planifie pas, si on se dit pas, tiens, dans 3 semaines, on se fait un dîner. C'est vendredi, 20h, tac, chez moi, viens, machin. Tu le notes dans ton agenda, et là, t'es sûr que ça va se faire. Il y a moins la place à la spontanéité un peu, peu fougueuse. Voilà. Bah, d'avant, là où, quand t'es un peu plus jeune, bah, en fait, t'as que ta vie à toi à gérer. Voilà. Et limite, un peu ta famille ou tes amis, c'est un peu plus accessoire, c'est plus toi qui compte quand t'es un peu plus jeune. Oui, c'est vrai. Même si je sais qu'on n'est pas à l'aise dans notre corps quand on est jeune, ni par rapport à ce qu'on veut devenir pour plus tard, etc. Mais quand même, on pense un peu plus à nous. Oui. Et à nos envies, nos pulsions. On se dit, ah mais ouais, carrément, je sors ce soir à minuit, je rejoins ma pote, tout va bien. Là où avant, tu disais... bah non, j'ai les enfants à coucher, machin, ou je sais pas. Ou non, c'est ma soirée film avec ma petite amie, tu vois, genre, on regarde notre feuilleton, je sais pas, je dis des trucs que tu fais tous les soirs et qui peuvent peut-être être déplacés parce que cette amie a besoin de toi vraiment, absolument à cet instant T, et là où tu vas un peu le délaisser, tu vois. Mais après, tout est question un peu de priorité. Mais c'est vrai que faire un peu plus d'efforts pour voir un peu plus nos proches, ça aiderait
à se réunir un peu plus. Ouais, puis tu réinstalles l'habitude aussi. Peut-être qu'avec le temps, tu réinstalles l'habitude. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a plein de potes où, voilà, où j'ai réfléchi et je me suis dit, ah, mais en fait, on se voit plus tant que ça, en fait. Et ce serait pas une mauvaise idée. Il y a un âge en particulier où tu t'es dit, waouh, là, je commence à me sentir seule. Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois dans ta vie à un moment donné ou c'est plus à la période où t'es devenu jeune actif où là, t'as réalisé ce truc-là? Non, pas vraiment. C'est plus qu'à un moment donné, je me suis dit, soit j'appelle pas mes potes, ou soit je traîne moi-même. Je gère tout seul le bail. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu penses au début que c'est une force de faire comme ça, et en fait, ça devient rapidement une faiblesse, en fait, au bout de quelques années. Comme tu dis, au début, tu penses, ouais, je vais gérer seul, ça va le faire. Et en fait, bah non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas optimal. C'est pas forcément vrai. Et puis même, c'est génial de demander de l'aide à quelqu'un. Tu demandes de l'aide, ou tu parles d'un sujet, ou ça te donne toujours un angle de réflexion différent. Tu sais, tu parles de quelque chose que tu as vu à droite à gauche, t'en parles avec quelqu'un, puis tu sais, puis ça t'apaise. Tu vois tout de suite si t'es aligné, ou si la personne elle tique, elle dit mais non, mais pourquoi tu dis ça ouais. Tu vois, et du coup ça te fait toi-même réfléchir sur la question, et c'est vraiment un échange. C'est l'échange, quoi. Hein, alors que si tu restes trop tout seul, bah tu vas tendance un peu à, tu sais, à cogiter ou à retourner le problème dans tous les sens. Non, alors pas, que tu trouves pas non, à te faire une idée des choses, et en fait peut-être que t'es à côté de la plaque. Oui, aussi. T'es là, t'es déter, t'as un avis de fou et tout, et puis ton pote il te dit non, mais en fait pas du tout. Non, en fait non, c'est pas un problème. Donc ouais, tu vois, des trucs comme ça, et donc ça m'a fait un peu cogiter. Je me suis dit, bah tu vois, il faut... Par exemple, tu prends la salle de sport, par exemple, tu peux discuter avec énormément de monde, quoi, assez rapidement, tu vois. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux, on va en parler à la fin des meilleures solutions pour éviter de trop ressentir ce côté de solitude, mais il n'y a rien de mieux que d'intégrer un groupe de sport, ou de se remettre au sport. Oui. Un sport collectif, hein, pas solo, je parle. Oui, bah oui, parce que t'es là pour les mêmes raisons, généralement t'as un peu les mêmes passions. Oui, et c'est là que tu retrouves de l'échange. Et du coup, je te laisse reprendre du coup la salle de sport. En fait, ce qui est sympa, c'est que tu peux déjà, rencontrer énormément de gens assez facilement, quoi. Le contact se fait facilement. Enfin, tu me diras dans les bars aussi, mais sauf que les bars, bon, c'est... Et puis surtout, le lien qui vous réunit, c'est quand même l'alcool. Oui. Ça, c'est discutable. Les joints, voilà, on se sait. Moi, je trouve que le bar, c'est sympa, mais c'est quand t'as une notion d'addiction qui se met entre tout ça, c'est quand même... C'est pas du tout une généralité. Faut peut-être plus côté café. Ouais. Que côté bière, quoi. Côté café, tu sais, ouais, parce que c'est un peu... Le petit café de fin d'après-midi plutôt que le before... Ouais, parce que le bar, c'est un peu les gens qui sont tous malheureux, qui cachent un peu leur peine dans l'alcool. Ah, tu vois ça comme ça? Bah non, je fais pas une généralité, parce que j'adore boire mes cocktails au bar avec mes potes, danser toute la nuit et tout. Mais quand même, l'alcool, c'est quand même un petit pansement que tu mets un peu sur tes malheurs, en mode, je veux pas trop les voir, je mets un petit pansement, hop. En tout cas, quand on parle de la solitude, tu vois, ça peut vite devenir quelque chose de nocif, tu vois. C'est marrant, j'en discutais avec un pote ce matin, mais c'est un désinhibant, quoi. Donc, beaucoup de gens l'utilisent comme ça, parce que justement, le contact est pas forcément facile. Donc, Et moi, j'ai énormément de potes. Ouais. Mecs, je précise, parce que c'est plus quelque chose qui touche les mecs, je trouve, qui se mettent à boire un peu tout seuls tous les soirs parce que justement ils ressentent cette solitude. Ouais, et alors du coup, en plus c'est un cercle vicieux parce que t'y retournes et puis ça résout pas le problème. Non, parce que t'en parles pas, parce que justement avec l'alcool tout seul tu gères. Jusqu'au jour où ça déborde un peu, quoi. Et tu vois, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui ensemble, c'est que, comme tu dis, on n'en parle pas de ce truc. Personne ne n'ira jamais te dire dis donc qu'est-ce que je me sens seul, ou j'ai pas vu un pote depuis 3 semaines, ou de toute façon c'est toujours très difficile de parler santé mentale. On en parle de plus en plus de la santé mentale, mais le côté solitude, je crois que j'ai dû avoir 1 ou 2 potes dans toute ma vie qui m'a dit là je me sens seule, genre. Ouais. Alors que les gens... Et en fait, moi là où j'étais surpris, c'est que je pensais pas que ça touchait autant de monde, en fait. Et c'est ça qui m'a fait réaliser. Je me suis dit, ah ouais. Et un autre truc, donc du coup, on va dire facilitateur pour tout le monde, et c'est là où vraiment il faut que tout le monde se rassure, c'est que quand, par exemple, si tu as du mal à aller voir quelqu'un, ou tu sais, souvent t'appréhendes un peu d'aller parler à quelqu'un, d'engager la conversation,
Mais dis-toi que cette personne, elle est peut-être dans la même situation que toi, en fait. Ou elle l'a déjà vécu. C'est ça. Et elle est de l'autre côté du miroir et elle attend que ça, que tu viennes lui parler, en fait. Parfois, hein, c'est le cas, tu dis, mais tiens... ou pas, hein, ou pas. Et puis si la personne, elle est importunée, elle te le fera savoir assez rapidement. Et 9 fois sur 10, c'est pas du tout le cas, quoi. Mais c'est vrai que les gens osent pas dire je me sens seule, mais par contre ils vont tourner ça. Tu vas entendre beaucoup plus de potes qui vont dire bah là, niveau moral, ça va pas trop. Oui. Tu vois, c'est un peu ça, je pense, qui remplace un peu le mot de la solitude, tu vois. Les euphémismes, oui. Ouais. Oui, bah faut lire entre les lignes. C'est ça. Donc si tu connais bien tes potes, tu sais de quoi ils parlent en vrai. Mais moi, j'ai pas autant d'intelligence émotionnelle. Ouais. Moi, je suis beaucoup dans la psychologie. Bah, du coup, c'est super. C'est justement, et justement, c'est c'est un peu un corollaire, l'intelligence émotionnelle, parce que ça m'a fait aussi réaliser des lacunes de ce côté-là, tu vois. Et où je réfléchis, je me dis, bah en fait, oui, c'est très très bien par exemple, de réussir dans le monde pro ou dans ta vie perso et tout ça, mais un peu d'intelligence émotionnelle, peut-être que pour nous les gars en plus c'est peut-être alors ça je sais pas, je veux pas faire peut-être un tout petit peu. Je veux pas faire de stéréotypes de genre, mais peut-être que mais pourquoi? Mais parce qu'à la base parce que c'est pas normalisé. Ouais, voilà, c'est pas normalisé, oui. En fait, le problème il vient pas de vous vraiment, mais pas de chacun de nous, mais il vient de comment on vous éduque. Bien sûr. Oui. Enfin, je veux dire, depuis la nuit des temps, le mec doit être fort, doit pas pleurer, doit ramener des sous à la maison, etc. Et la meuf ferme sa gueule et est là pour faire des enfants. C'est ça la base de l'humanité, en gros. Donc à partir le grand tableau, oui. Ouais, le grand tableau, franchement, c'est chaud, tu vois. Donc en vrai... Oui, bah, c'est très juste ce que tu dis. C'est te plains pas, ne montre pas que tu... Ne montre pas tes sentiments, ramène des sous à la maison, surtout sois très riche, sinon t'as raté ta vie. Oui. Tu dois montrer que tu gères ta famille. Ah bah tiens, c'est marrant que tu dises ça, parce que le côté financier, on s'est aperçu avec des études scientifiques que c'était pas vraiment ce qui rendait heureux. Il y a des études scientifiques qui ont vraiment posé le problème, qu'est-ce qui rend heureux, qu'est-ce que le bonheur et comment l'atteindre en fait. Super intéressant. Il y a une étude d'Harvard justement là-dessus, et la réponse numéro 1 pour être heureux, c'est le lien avec les autres. Le sentiment d'appartenance, le sentiment d'utilité. Donc tu appartiens à un groupe, tu sens que tu as de la valeur pour ce groupe, et puis il y a une réciprocité, toi tu l'extériorises aussi, enfin c'est un jeu gagnant-gagnant quoi, d'une certaine manière. Mais voilà, ils ont cherché à évaluer qu'est-ce que le bonheur, enfin quelle est la meilleure. C'est pas forcément l'argent. C'est même pas du tout, ça arrive pas du tout enfin alors peut-être que c'est dans un classement que je me souviens plus. Mais vraiment, c'est le lien avec les autres, en fait. Ah oui, qui prime. Oui, qui prime complètement. Ouais. J'avais regardé, je sais pas si t'as vu sur Netflix, ça s'appelle Les Zones Bleues. C'est un documentaire qui parle des gens qui vivent le plus longtemps. Tout à fait. Comment ils y arrivent. Et bah, ça en fait partie. Et ben en fait, la première chose qu'ils disent, c'est le lien et la solidarité avec les autres. Exactement. Parce qu'ils ont pas Internet. Parce qu'en fait, le fait de casser du lien, ça génère du stress. Donc ça génère du cortisol, ce type d'hormones, en fait, de manière chronique, c'est-à-dire tout le temps. Et si tu es tout le temps un peu stressé, même si tu te rends pas compte de manière consciente, quoi, mais ton corps, lui, il le sent comme une forme de stress, bah, pendant des dizaines d'années, de cette manière-là, bah, tu raccourcis, entre guillemets, ta vie. L'espérance de vie, oui. Tu raccourcis l'espérance de vie, tandis que dans les zones bleues, comme tu dis, ils ont un sentiment de solidarité. Donc les zones bleues, je sais plus, c'est le pourtour de la Méditerranée, ce genre de choses. Je me souviens plus exactement de l'endroit, mais ouais, c'est des zones où vraiment il y a des centenaires, et les 3 secrets, ils disaient, c'était de manger une alimentation très variée. Oui. Donc jamais manger la même chose et des produits bruts non transformés. Tout à fait. Faire du sport. Le grand classique. En fait, ils font tout, ils ont pas de voiture, ils se déplacent à pied. Je crois que dans ces pays-là, ils mangent même pas, ils ont pas de canapé, ils mangent par terre, en tailleur. Tu vois. Et le fait de juste devoir se lever et se baisser, ils font une activité physique. Et on voyait des papis, mamies de genre 90 ans, et cela, ils se baissent easy, quoi. Je me rappelle avoir vu, je crois, un truc sur un village où il y a beaucoup de marches pour monter et descendre. C'est ça, c'était un des villages qui en faisait partie, Mais impressionnant. Et donc ils se sont posé la question, mais tiens, pourquoi? Et en fait, ils se sont rendus compte que le fait de monter et descendre toute leur vie... Ils étaient méga centenaires de fou. Oui, parce qu'en fait, tu peux bien vieillir si tu te bouges... si tu continues de te bouger. Mais voilà, j'étais très surpris d'apprendre... Disons que pour l'alimentation et l'activité physique, c'est des choses qu'on rabâche depuis longtemps, quoi. Mais le fait que la solitude ou la non-solitude vienne jouer là-dedans, je te dis, pour moi, ça a été
Ça t'a fait vraiment un switch, quoi. Ouais, ça m'a fait un switch. Ça m'a fait une nouvelle chose à prendre en compte. Ça, avant, tu pensais pas forcément. Non. T'es assez solitaire comme mec de base? Je pensais que oui. Mais en fait, non. Bah voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai jamais fait si pendant mes études, pendant 6 mois, mais jamais plus, de coloc, par exemple. Ok. Et je pense que c'est un truc que j'aurais kiffé, de faire coloc, 4, 5, 6 ans. Tu rentres dans le salon, il y a déjà quelqu'un qui est déjà occupé à quelque chose. Oui, tiens, qu'est-ce que tu bouines? Hop, l'autre il t'emmène dans son truc, t'avais rien demandé, et hop, t'es parti, et tu passes ta soirée ensemble, et c'est super, tu vois. T'as jamais été en colo quand t'étais petit? Ça m'est un peu arrivé, et c'est les meilleurs moments que tu passes. Ouais, t'as kiffé? Bah ouais, la classe de ski avec les potes, t'es là, t'es 20 gamins, tu t'éclates, quoi, tu vois. Aujourd'hui, typiquement, quand tu vas aller je sais pas, en voyage, tu vas généralement avec ton conjoint, ta conjointe, tous tes enfants, mais tu pars pas à 15, quoi, tu vois. Alors qu'en vrai, tu peux largement partir avec tes potes, genre prévoir quelques vacances avec ta femme, tes enfants, et te faire un petit kiff avec ton pote, tu vois. Bien sûr, ouais. Franchement, alors je dis ça, je me souviens d'un voyage, on avait été chez un pote en Corse, on était 18, je crois. Waouh, ok. Okay. Donc on n'y est pas tous allés dans le même avion. Ouais. On est arrivé un peu de manière disséminée. Au compte-gouttes, quoi. Mais tu t'éclates. Bah oui, c'est trop bien. Ah, et puis je pense que même t'as besoin d'exploiter un peu tous tes cercles sociaux de ta vie. Genre le côté relation amoureuse avec ta partenaire ou ton partenaire. Tes amis, ta famille, ton travail aussi. Oui. Je pense que aussi c'est un lien important, même si maintenant... C'est diversifié, quoi. Voilà, on dit que les relations au travail, c'est pas très qualitatif ou autre, c'est un peu du... je me pose pas mal de questions là-dessus. Mais en vrai, c'est des gens que tu le veuilles ou non, tu vas passer 50% de ton temps avec. Donc autant que ça se passe bien et que tu utilises des liens, tu vois. Sauf si tu tombes sur des connards. Attention à prendre avec des pincettes, mais oui. Et ça manque pas. Ouais. Mais une question, tiens, qu'on s'est posée à un apéro l'autre jour, c'était des amis elles s'étaient connues au travail et étaient super copines, tu vois. Mm-hmm. Et toi, par exemple, ça te viendrait à l'idée d'inviter tes collègues de travail, par exemple, pour quelque chose d'extra-boulot, donc dîner, apéro ou des choses comme ça. Après, c'est pas nouveau, tu me connais, mais moi, je suis ultra sociable. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai aucun souci là-dessus. Ouais. Si j'aime bien une personne, de ouf. D'accord. Et j'ai même avant... Parce que moi, il y a des gens que j'aime beaucoup, ouais. Mais l'idée de les inviter en dehors du travail me paraît assez lointaine. Oui. Tu te dis, bah non, c'est le travail, pourquoi je les inviterais ? C'est ça. C'est trop dommage. C'est dommage, oui. De réagir comme ça. Mais ça m'est venu à l'esprit qu'il y a quelques semaines, si tu veux, en discutant, je me suis dit, finalement, pourquoi pas, genre. Oui. Vraiment. Voilà. C'est sûr que le cadre de travail, tu dis, des fois, faut pas mélanger vie pro, vie perso, genre. On sait pas sur quel pied danser. Moi, je sais que ça m'a porté préjudice. Des fois, j'ai été un peu trop proche de mon responsable ou de ma responsable. Et du coup, j'avais du mal avec cette notion de « Ah, à ce moment-là, c'est ma responsable, je ferme ma gueule, je fais ce qu'elle me dit. » Et quand on est à l'extérieur, par contre, c'est ma méga pote et tout, comme si on avait passé 10 ans ensemble, on va en boîte ensemble, on fait tout ce qu'on veut et tout. Donc, faut faire attention à cette notion-là, parce que c'est important dans le travail. Mais pourquoi, si ça se passe bien dans cette relation-là, pourquoi tu te priverais de continuer la relation en dehors? Si la personne veut la même chose que toi, autant y aller, parce que si tu le fais pas, ça te prive de trop belles histoires d'amitié, quoi, je trouve. Moi, j'ai même rencontré une super copine, mais qui est franchement devenue comme ma meilleure amie. Franchement, c'est la même puissance d'amour, tu vois. C'était une cliente dans le salon où je travaillais. Ah ouais. Mais littéralement, c'était une cliente qui venait souvent pour se faire des couleurs. Une fois, elle m'a demandé du violet, ensuite on est repassé au brun. Enfin, vraiment, et il y avait une telle alchimie que je me disais, mais putain, mais on dirait que cette meuf, ça fait depuis 10 ans que je la connais. Alors que pas du tout, c'est une cliente. On a quand même ce rapport coiffeur-cliente, quoi. Et alors, qui a contacté qui en premier ? Elle déjà elle m'avait contacté sur Insta parce qu'elle voulait les cheveux violets. Donc petit diagnostic sur Insta, machin, ensuite on s'est vus, etc. Et ensuite on s'entendait tellement bien que je lui ai dit, pendant que je la coiffais, écoute si tu veux meuf, je sais plus de quoi on parlait, mais le rendez-vous se terminait et je sentais qu'on avait envie d'aller plus loin dans notre discussion et je lui disais écoute meuf, si t'as envie... on va se boire un verre et on continue la conversation. Elle m'a dit ouais de ouf. Et en fait ça a commencé comme ça, on a été se boire un verre, je l'ai invitée chez moi, etc. Et même là c'est une nana qui a déménagé à Rennes, donc pas du tout sur Caen, tu vois. Et on va quand même les unes chez les autres, tu vois. Ah oui d'accord. Ah oui, genre la distance n'a absolument rien enlevé. Donc, c'est trop bien.
Tu vois, des fois, ça vaut le coup de... C'était il y a longtemps. Vous vous connaissez depuis combien de temps, alors, du coup? Bah, en fait, elle est arrivée quand j'ai commencé à travailler à Caen, donc ça fait 4 ans, hein, D'accord. déjà. Ok. Donc, tu vois, Ah, c'est super. bah ouais, ça vaut Donc- le coup, des fois, de pousser un peu les amitiés comme ça. Ouais, t'as raison. Donc, en fait, tu... Faut, Oui, c'est ça. faut écouter son feeling, c'est quoi. ça. Après, si tu sens que, voilà, ta collègue, je sais pas, vous êtes pas du tout en accord dès que tu dis un truc, elle te Mhm, renvoie un mhm. pic et tout, bon, bah, tu sais que tu cherches pas à Oui, aller oui, plus oui. loin, quoi. Mais, Oui, ça se décide pas. ouais, mais si tu vois qu'il y a vraiment un truc de ouf, c'est quelque chose que tu ressens dans tes émotions et tout, faut y aller, quoi. C'est dommage de s'en priver, quoi. Mais tu vois, un truc, par exemple, que je trouve assez triste, là où je travaille, c'est qu'il y a il y a une salle de pause dans laquelle les gens déjeunent le midi. Ok. Et ça fait 2 ans que je déjeune dans cette pièce, et les gens Ne se parle pas. ne se parlent pas, non, ne se rapprochent pas, ne se parlent pas. Donc il y a pas mal de tables, etc. Et les gens mangent les uns à côté des autres, mais ils échangent pas, quoi. Ok. Et personne m'a jamais demandé mon nom, bon, qu'on se dit bonjour, au revoir, mais il n'y a pas de ah, ça va aujourd'hui, comment tu te sens dans ta journée, ou des discussions variées. Alors évidemment, il y a des exceptions à ce que je te dis. Ça m'est même arrivé de prendre une photo une fois. Tu vois, de prendre une photo parce que les gens étaient tournés face au mur, les uns dans leur bulle, tu sais, avec le casque sur les oreilles, en train de regarder une vidéo sur le téléphone, Ouais. et en train de manger, ce qu'il faut surtout pas faire. Hein. Ouais, en plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ouais. Non, c'est très déconseillé. Enfin, je veux dire, c'est pas agréable, quoi, tu vois. Et donc, quand t'es dans une pièce où tout le monde est sur son tel, Ouais, malaise, quoi, un peu. bah, bonjour. Même toi, t'es en mode, ouais, je Mhm. mange, mais je me dépêche parce que c'est un peu malaisant, quoi. Ouais, Elle est comment, la salle repas où tu es? austère. Ouais. Oui. Elle Oui, la est- déco est pas folle, Est-ce quoi. que les tables sont reliées? Ou est-ce que c'est chacun contre un mur? Comment sont les tables? Ah, c'est assez étrange. T'as une tablette qui fait tout le tour D'un mur d'un mur, et donc les gens peuvent se poser là pour Donc manger. solo, ok. Mais face à un mur, quand Face à même. un mur. C'est quand même. Alors, personnellement, je mange pas. Je me suis jamais assis de cette manière, parce que Mhm. je trouve ça un peu tristoun. Et puis, t'as des tables au milieu, puis les gens se posent, etc. Mais, Il y a quand même des tables au milieu? ouais, Ok. mais quand bien même, je sais pas comment te dire, Parce que... il y a pas même après des mois et des mois, il y a pas ce rapprochement. C'est Ouais. c'est assez. L'ambiance est très froide. Hein. Et vous êtes combien à manger dedans à peu près, genre? Oh, je dirais une petite quinzaine, peut-être. Ouais, quelque vous chose êtes comme pas ça. beaucoup en vrai. Non, mais la pièce est pas grande non Parce plus. que vous hein. seriez genre, je sais pas moi, une centaine à manger Oui, dans cette salle. Ça se comprendrait Ça plus. se comprendrait, ça fait Oui. plus ambiance cantine. Tout à fait. Mais là, vous êtes 15, et moi je sais que là où je Ah, puis c'est travaille... les 15 mêmes personnes tous les jours. Oui, hein. voilà, on est d'accord. Oui, Et moi, là où je travaille, en fait, il y a une table avec Ouais. plein de chaises. Ce qui oui. fait que tu es obligé de manger autour de la table. Ah, c'est une table ronde. C'est pas une table ronde, elle est rectangulaire, Ouais. mais en fait, à chaque fois, genre, il n'y a pas d'autres tables. Je crois qu'il reste des petites tables Oui. contre un mur, mais dès qu'on voit une personne manger toute seule, on lui dit, tu viens à la table. Mais c'est trop bien. Et comme ça, t'es obligé de connaître. Moi, je sais que la première Bah, c'est chose. trop bien. Parce que quand t'arrives le premier jour, Bah ouais, ça fait peur et Bah, tout, bien tu sûr. connais personne. Et en fait, bah non, dès qu'ils voient quelqu'un de seul, ils disent non, tu viens t'asseoir avec nous à la table et tout, et que tu sois jeune ou plus âgé ou autre, c'est la même chose, quoi. Genre vraiment, ça crée une cohésion Et ben plus ça, c'est agréable. super. Et c'est probablement une question aussi de peut-être la culture de l'entreprise, Ouais. ou les habitudes qui se sont installées avec le temps. Ça peut être plein de choses comme ça. Ouais. On va pas citer les entreprises où on travaille, Non. mais on va dire que moi, vraiment, ma politique d'entreprise, elle fait vachement attention à la santé mentale. On a même des newsletters pour dire, bah, si vous Mhm. avez besoin, etc., vous pouvez en parler à telle personne, etc. Le bien-être au travail, c'est important. Et ils ont, effectivement, tu vois, pendant la pause repas, on a une belle salle de repas, avec une grande table, avec toujours plein de chaises, pour que, justement, ça crée de la cohésion. Et les grands chefs, on va dire, sont obligés d'aller dans cette salle. Ah, ça, c'est bien Donc on aussi. est tous mélangés, peu importe notre grade, entre guillemets, Mhm, dans mhm. l'entreprise. Et ce qui fait que ça crée une ambiance familiale, mais je veux dire, les gens sont pas obligés de manger les uns avec les autres, c'est pas forcé. Oui. S'ils veulent, ils peuvent manger dans leur bureau, et il y en a qui le font, tu vois. Mais par contre, de temps en temps, ces gens qui ont besoin d'avoir... parce qu'il y a, attention, des gens qui ont besoin d'être seuls, et qui ont besoin Tout à d'avoir fait. un moment solo, et de manger le midi sans avoir à parler à personne, et regardent leurs vidéos YouTube, et c'est très bien. Mais quand même, ils viennent à la pause café avec nous, tu vois, genre le matin. Ils prennent un petit croissant, un petit café, ils papotent, tu vois, parce que là, ils sont ok pour avoir du contact social, tu vois. Et Il par faut contre, ça, le donc. midi, ils sont tranquilles, tu vois. Mais Ouais. voilà, je pense que ça
les entreprises, elles négligent beaucoup ce côté-là et ça serait à renforcer un petit peu plus, tu vois. En tout cas, dans la tienne. Ouais, sûrement, oui. Du coup, c'est vraiment très froid, quoi. Oui, alors après, ce que je te décris là, comme il y a une cantine ou ce genre de choses, bon, là, l'ambiance est très différente, mais c'est vrai que, bon, ceux qui apportent leur repas, en revanche, sont un peu tristes, mais... Ah oui, ok, d'accord. Parce que nous, j'allais dire, il y a les deux. Il y a la cantine où, en général, tu viens avec tes collègues de travail et tout ça, et je vois rarement des personnes seules. Bah oui. Et après, il y a ceux qui emmènent leur Tupperware, donc comme moi, j'aime pas spécialement la cantine. Non. Peut-être trauma du collège, je sais pas. Mais je préfère ramener mon manger que je me suis fait parce que je sais que j'aime bien. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment à cette même table où tout le monde se parle, tout le monde déconne et c'est super agréable, tu vois. Là où peut-être à la cantine, les gens, vu qu'il y a d'autres gens, sont un peu plus fermés sur la communication, tu vois. Juste ils mangent et ils se cassent, quoi. Oui. Est-ce que dans ton podcast, il y avait la nana, elle parlait de solutions un petit peu pour s'en sortir ou pas trop? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a un gros aspect structurel là-dedans, c'est-à-dire c'est vraiment la société en entier qui change, ça, l'individu, il peut malheureusement pas y faire grand-chose. En revanche, les solutions qui peuvent arriver comme ça peut être... Alors, il y a une solution qui est... Je vais la garder pour après, tu vois. Ok. Donc la première solution, évidemment, c'est d'entretenir les relations qu'on a déjà, c'est d'appeler ses amis, d'appeler sa famille, d'organiser des dîners, comme je te disais tout à l'heure, ou des dîners ou autres, ou des activités, des sorties, une petite balade en forêt le dimanche, plutôt que de rester devant son Netflix tout seul, vraiment, tu vois, de prendre un peu les devants à ce niveau-là, quoi. Après, t'as un truc dont on n'a pas forcément parlé, mais ça peut être le bénévolat. Ah, c'est une bonne chose. Tu vois, donc le bénévolat, tu consacres. Alors c'est ce que font pas mal de retraités justement parce que comme ils ont plus ce cercle travail qui leur permettait de voir beaucoup de monde toute la semaine, ils se retrouvent du jour au lendemain sans ça et donc ils font pas mal. Il y a pas mal de bénévolat où justement tu te mets dans une asso et en plus t'allies deux choses. T'allies le fait que tu fais partie d'un groupe avec le fait que t'es utile à une cause sympa, quoi, tu vois. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être donner des cours de français à des étrangers, ça peut être faire du nettoyage. Si tu sais jouer d'un instrument, de faire des cours de musique. C'est ça. Si t'es doué en maths, pareil. C'est vrai, juste d'aider des causes ou des personnes. Et ça, malheureusement, nous les jeunes adultes ou moins jeunes adultes, avec le travail, etc., on s'investit moins dans ce genre de trucs, même culturellement, je veux dire, on a moins... Tu sais, on vit dans une société quand même très marchande, quoi. On va au travail pour gagner de l'argent, puis après, le samedi après-midi, on va dépenser l'argent. Tu vois, tout ce cycle-là. La surconsommation. Voilà, et tandis que, allez, bénévolat, tiens, j'aide pour un festoche à monter un truc. Même toi, tu te sens mieux après. Tu te sens bien, bah oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais là, on a dit que la solitude, ça touchait ceux qui avaient entre 20 et 35 ans et tout ça. Oui. Mais ça touche aussi beaucoup les plus de 60 ans. Bah oui. Où les gens ressentent beaucoup de solitude parce que soit ils ont perdu des proches, bien sûr, soit ils ont plus de moyens de se déplacer. Le temps a fait qu'ils se sont éloignés de leurs amis et avec le travail, une fois qu'ils ont plus le travail, il n'y a plus rien. Voilà, les enfants, ils sont occupés à élever leurs propres enfants. Ils ont leur propre vie. Et je pense que c'est un autre chapitre de ta vie où ça doit être très dur aussi à vivre. Ouais, bien sûr. C'est pour ça, rentrer dans des associations et tout ça, si tu peux, ça peut être vachement cool. Et puis même... Du coup, tu rencontres d'autres personnes qui sont dans la même situation. De toute façon. Et en fait, c'est ça que je trouve assez intéressant avec l'être humain en général, quoi. C'est que finalement, tout ce qu'on vit intérieurement ou tout ce qu'on vit de manière subjective, ce qu'il faut se dire, c'est que les autres vivent exactement la même chose. C'est pas juste que dans notre tête, en fait. Non. Il y a une réciprocité en fait, et toute l'anxiété, les peurs, les angoisses qu'on peut avoir, ou même les moments heureux, prenons d'autres sentiments plus agréables. Et les autres ressentent la même chose que toi. Par ça, passent par exactement la même chose. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'on boucle la boucle si on parle d'empathie, tu vois. C'est-à-dire que si tu prends conscience que les autres, c'est toi, tout de suite, t'as de l'empathie pour l'autre. Moi, ce que j'aime pas, par exemple, dans les actualités ou dans le monde des idées politiques actuellement, c'est l'idée qu'il faudrait se méfier des autres.
je trouve ça ouais, très en fait, très bizarre, tu vois. c'est ça, on vit dans un monde où faut se méfier des autres pour se protéger, hein, c'est ça l'enjeu. Moi, je pense pas du tout, je pense l'inverse, en fait. Bah oui, mais t'es dans mon côté et dans le monde des bisounours, mais en fait, la plupart des gens ne pensent pas comme nous. Non, parce que pourquoi je dis ça? Parce que la dangerosité, finalement, ou la menace, elle reste quand même très très faible et très, très circonscrite, quoi. C'est-à-dire que faut pas se sentir menacé par défaut, parce que c'est un sentiment qui peut vraiment te renfermer sur toi et justement provoquer une frustration énorme. Tandis que si tu as de l'empathie pour l'autre et que tu penses pas que l'autre... t'es en confiance avec et que t'es en confiance avec toi et avec l'autre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. oui, et puis tu te sens, même toi, au niveau de ta santé, mieux, parce que le sentiment d'être seul, parce qu'on se méfie des autres, qu'on devient peut-être un peu parano et tout, ça te rend malade aussi. Genre, ça, c'est pas pour rien qu'il y a l'étude dont on parlait qui disait que être seul, ça réduit de 10%, je crois, l'espérance de vie, parce que tu deviens tellement... t'as tellement peur des autres, de l'extérieur et tout, que ça finit par te rendre malade, en fait, et d'empiéter sur ta santé, quoi. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, et je voyais une stat une fois, alors je me souviens plus du pourcentage exact, mais on était au-dessus de 70%, et la question c'était, avez-vous peur d'un inconnu dans la rue? Méfiez-vous, avez-vous l'habitude de vous méfier d'un inconnu dans la rue? Et t'as 2 personnes sur 3 qui répondent oui, quoi. Tandis que, en fait, t'as pas tant de raison que ça d'être sur tes gardes constamment. Ouais. Toi, tu te méfies de gens dans la rue, par exemple? Pas du tout. Non, pas vraiment. Et pourtant, je me suis déjà fait agresser dans la rue, ou j'ai déjà eu des problèmes dans la rue. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, il y a très très longtemps. Hein. Mais dans l'absolu, je sais pas, moi, une bêtise, ça m'arrive souvent, façon de parler, mais tu sais, tu vois un gars avec sa voiture qui a plus de batterie. Oui. Bon, bah, tu t'arrêtes, tu sors les pinces, tu l'aides, et puis tu sais que t'as fait quelque chose de bien. Et même toi, tu te sens bien après de ton acte, tu vois. Je te parle, c'est un truc tout bête, hein, mais ou alors, je sais pas, n'importe quoi, quelqu'un te parle dans la rue, il cherche son chemin, ou il te pose une question, ou ça m'est déjà arrivé de discuter avec des Espagnols qui étaient en face de l'église Saint-Pierre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? D'ailleurs, bravo, parce que je sais que t'apprends l'espagnol, enfin, t'apprends à parler espagnol, bravo. Si. Un poco. Demasiado. Mais donc voilà, je pense qu'on se nourrit beaucoup plus des richesses des autres, de ce que l'autre a à nous apporter, plutôt que de s'en méfier, de rester sur ses gardes. Et je trouve que l'atmosphère en ce moment, dans les médias, pas chez les gens normaux, chez les gens comme toi et moi, t'as vu, on discute et on a confiance dans les autres et on a de l'empathie pour l'autre, mais dans l'univers médiatique, ça devient un peu décevant à ce niveau-là. Mais c'est ça, il y a très peu de personnes qui pensent comme nous, entre guillemets. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent comme nous, mais on est encore trop une minorité, en fait. En fait, c'est pas exactement ça. Non, pas du tout. Enfin, je veux nuancer ce que tu viens de dire. C'est juste que, de notre côté, on est silencieux. Tandis qu'il y a des gens qui sont très agressifs et très bruyants. Hein, c'est vrai, je suis d'accord. Si tu prends Donald Trump, voilà, c'est l'enfer, quoi. Tandis que la normalité, elle est plutôt de notre côté, quoi. Elle est plutôt vers l'empathie, vers l'entraide, vers la réciprocité et apprécier les autres et leur présence. Et voilà, moi, je trouve ça assez... Je te dis non, je me méfie, mais pas du tout. Non, mais parce que quand je rencontre quelqu'un, je me dis, le premier truc que je me dis, c'est pas il va me sauter dessus, je sais pas quoi, tu vois, c'est plus selon le feeling, quoi, selon la situation et tout. Évidemment, si tu sens que ça le fait pas, bon, c'est le moment de faire demi-tour, quoi, mais c'est assez rare quand même. Hein. Bon, après, voilà. Comme tu dis, c'est peut-être bisounours, tout ce qu'on raconte, de penser, mais c'est pas grave en fait. Au contraire. Au contraire, il faut des gens comme nous. C'est ça, au contraire. Et puis il faut normaliser ce truc-là, dire voilà, c'est totalement normal. Ce qui est pas normal, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est plutôt d'être. De prôner plus la haine, etc. Quoi. Bah oui. Et si t'avais un dernier conseil à donner ça y est, ça me revient. Le dernier conseil que tu gardes depuis le début de l'épisode. Et tu sais quoi, il paraît qu'avoir un chien, ça lutte très efficacement contre la solitude. Mais j'en suis persuadée. Et j'en suis persuadé aussi. Mais t'as un chien, toi? Non, j'ai pas de chien. Mais tu réfléchis, peut-être? Non, parce que je suis en appartement, je suis pas complètement suicidaire. Ok, d'accord. Mais je vois tous ces gens qui sont à la prairie avec leurs Pokémon. Ah ouais, j'adore. Et ils se réunissent par groupe de 15 propriétaires peut-être, et alors le nombre de chiens, je sais pas combien il y a de chiens, mais
Et je pense que tu fais très rapidement connaissance avec... et puis ça te fait bouger parce que tu es obligé de le sortir. Bah déjà, ça te fait rencontrer énormément de monde parce que bah justement, rien que t'as un chien mignon, t'es dans la merde. Bah oui. Tu te fais arrêter toutes les 3 secondes. Tout à fait. Oui, pour avoir promené des chiens, oui, tout à fait. Tu vois. Oui. Et en plus, c'est vraiment une secte, je trouve. Les propriétaires de chiens. Oui. Ah, c'est un monde. C'est un monde, vraiment. Mais pareil, qui est super agréable, franchement, oui, parce que complètement. Quand tu passes un moment je te dis ça, il y a quelques années, je t'aurais pas du tout tenu de ce discours-là, j'en avais rien à faire des chiens, mais mon ex a eu un chien et finalement... T'as senti que ça te faisait du bien? Oui, et puis t'as envie d'en avoir un. Et puis, tu sais, le chien, c'est quand même un animal, il est très fidèle, quoi, il est très... Puis très dynamique, à peine t'as prononcé on sort que ça y est, tu vois, ça oui, il réagit directement. Je suis parfaitement convaincu que ça peut te redonner le sourire des jours où tu vas moins bien, quoi. Ouais. Tu vas promener ton chien et t'as pris l'air, il a pris l'air, enfin tout le monde se sent bien, quoi. Donc il y a un lien de toute façon, d'amitié presque, ou même complètement entre les animaux. J'ai eu un chat pendant longtemps et bon. Le chat est plus ingrat. Bah disons que c'est un peu la loterie les chats. Soit tu tombes sur le chat le plus cool de la terre, qui fait des câlins et tout, soit tu tombes sur le mec qui en a rien à foutre de ta gueule. Parle jamais. Et le coloc ingrat. Oui, voilà. Clairement c'est ça. Bon, j'avais la version 2. Ouais, mes parents ont eu les 2 cas. Ouais. Franchement, le premier chat que j'ai eu, il était trop mignon. Tu sais, tu le prenais là, il restait là, il faisait des ronrons tout le temps, il était trop mignon et tout. Et leur deuxième chat par contre... Oh le cas. Je l'adore mon chat, enfin le chat de mes parents. Mais il est ingrat. Genre vraiment, il gueule tout le temps, faut pas lui faire de câlins parce qu'il aime pas, il fait pas de ronron. C'est le dictateur dans la maison quoi. C'est ça. Et il mange gratuitement. Il mange gratuitement en plus. Et tu es chez lui, faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est le dernier conseil qui peut sembler farfelu, mais en fait, quand on y réfléchit, pas tant que ça quoi. Après, c'est vrai que je tiens à mettre une petite mise en garde, mais il faut être conscient que l'adoption d'un animal, c'est un acte réfléchi. Faut être conscient que c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est pas un jouet, non. Ouais. Tu l'adoptes, tu t'engages jusqu'à la fin de sa vie à prendre soin de lui, ça, c'est voilà, à subvenir à ses besoins. Donc il faut avoir de l'argent, il faut avoir beaucoup de temps et d'amour à donner. Oui. Voilà. C'est un message de prévention. Oui, mais c'est important. Non, c'est judicieux ce que tu dis, tout à fait. Mais ouais, après, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Peut-être aller consulter, si vraiment c'est quelque chose qui pèse. Je sais pas si toi t'as déjà consulté... un psychiatre ou un psychologue, ça peut vraiment aider, vraiment quand vous sentez que vous en avez déjà parlé à vos proches, parce que évidemment, on l'a pas dit, mais ça va de soi, en parler à ses proches quand ça ne va pas, quand on se sent seul, c'est cool, même si vous n'arrivez pas à dire je me sens seule, mais que vous dites ça va pas trop en ce moment, ça passe, c'est déjà très bien. Signaux. Voilà, vous avez déjà lancé le message quoi. Mais si vraiment ça s'améliore pas avec le temps, aller consulter quelqu'un, ça aide beaucoup. Quelqu'un de professionnel, de neutre, qui peut-être ne vous jugera pas, parce que c'est vrai que c'est cool les amis, mais des fois, ils mettent peut-être un peu trop de... Ils veulent un peu trop qu'on suive trop leurs conseils ou autre, ou tu veux pas être jugé par eux ou paraître faible. Donc aller voir quelqu'un de neutre, de professionnel, ça peut beaucoup aider. Oui. Et je sais que, même si c'est pas un processus parfait, il y a l'aide, comment ça s'appelle, Mon soutien psy, mise en place par l'État, qui vous donne 8 séances gratuites. Mais il faut que ça soit avec un psychologue conventionné pour ça. Vous pouvez pas le faire avec n'importe quel psychologue. C'est pour ça que je dis que c'est pas parfait non plus. Parce que vous pouvez ne pas vous entendre avec le psychologue conventionné en question. Oui. Donc voilà, c'est... Oui. Mais bon, c'est toujours ça à prendre si on n'a pas les moyens, en attendant. C'est vrai. Ouais, ça fait partie... des solutions. Et la dernière solution, c'est le chien, évidemment. Ouais, un chien, je sais pas si on l'a déjà un petit chat et tout ça, ouais, c'est vrai que ouais. Bah, merci beaucoup David, c'est un super bel épisode, j'ai trop adoré, donc merci beaucoup d'être venu. Bah de rien, merci à toi. C'était vraiment un bel épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si ça vous a plu, prenez soin de vous, et nous on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly Talk. Bisous. Bisous. Ah, et t'as aussi un podcast avec ton fils, au cas où, si les gens veulent écouter. Vas-y. Histoire sympathique, c'est mon fils Arthur, il a 11 ans et il parle... Au début, c'était des histoires, maintenant c'est un peu tout et n'importe quoi, donc n'hésitez pas. Histoire sympathique. C'est trop mignon, allez écouter. Merci beaucoup.